Bienvenue à Apple Différemment, votre podcast sur la vulgarisation du monde Apple. Ce podcast est pour vous simplifier les termes techniques qui nous compliquent souvent la vie. On va parler d'usage, de besoins, d'envie et de notre passion pour Apple à travers ses produits, ses services et son histoire. Hey. Je suis Matt, créateur de podcast et Apple enthousiaste. Je suis accompagné d'Audrey, formatrice, autrice et youtubeuse Apple. Bonjour Audrey, comment vas-tu? Salut Matt, ça va très bien. On va discuter des commentaires de nos auditeurs, mais sinon ça va. Et toi? Ben, ça va bien. Je sais pas si tu as remarqué, mais je suis maintenant à mi-chemin presque de ton nombre d'abonnés, avec mes 50 000 abonnés. Je suis très heureux. Félicitations. Je t'ai envoyé un message. Ouais, félicitations pour tes 50 000 abonnés. Tu es sur le bon chemin, tu as été très régulier, tu as suivi les conseils qu'on avait échangés ensemble, donc tu vois, ça paye. Pas forcément financièrement, mais en termes d'abonnés. Et c'est le chemin vers le succès de YouTube, c'est d'être hyper régulier et de produire du contenu de manière régulière, pas forcément énormément, mais voilà, une vidéo par semaine, régularité, sérieux, et voilà, ton nombre d'abonnés monte, donc bravo. Et j'ai décidé d'ouvrir la porte, pas à des partenariats, mais à des tests. Alors, je t'explique un peu l'objectif, parce qu'il y a beaucoup de... Tu le sais, toi aussi, tu reçois sûrement beaucoup de mails de compagnies qui veulent t'offrir leurs produits, puis tout et tout. Alors, j'ai un mail type que je leur envoie tout le temps quand le produit me semble intéressant, OK? Je prends pas n'importe quoi non plus. Mais j'ai un mail type qui dit à peu près ceci. Je ne vous demanderai... je ne m'engage pas à une date de livraison du test de votre produit. Vous n'aurez pas le droit de voir la vidéo avant. Je vous promets simplement que si le produit est très mauvais, je publierai jamais la vidéo. Mais si le produit est assez bon pour ma communauté, j'en parlerai avec les critiques qu'ils doivent avoir. Et après ça, je demande tout le temps un lien avec des rabais pour ma communauté et des produits que je vais juste donner à la communauté, je garderai rien. Fait que typiquement, je n'aurai pas d'argent dans les faits. Alors, j'ai accepté d'en faire 2. Puis il y en a un troisième qui arrive. Alors, pour ceux qui sont abonnés, je ferai tirer ça sur ma chaîne. Parce que maintenant, on est à 50 000 abonnés. Alors, dans les prochains mois, je ferai ça pour remercier tous ceux qui sont abonnés. Ok, cool. Bah, c'est super sympa d'offrir les produits que tu testes. Il y a pas mal de gens qui font ça. Ça permet d'être aussi réglo par rapport à tes abonnés, à ta façon de voir les choses et de dire, moi, je teste des produits, mais je vous les offre. Je garde pas tout pour moi ou je les revends pas parce que je vois aussi beaucoup de reventes. Donc, c'est super. Abonnez-vous à la chaîne de Mathieu si c'est pas encore fait. Et puis, je suis sûre que tous nos auditeurs sont abonnés à ta chaîne. Et toi, Audrey, quoi de neuf de ton côté? Écoute, ça va. Avant d'enregistrer, on se disait qu'on avait besoin de vacances tous les deux. Donc, il est temps de prendre des vacances. Moi, ça fait vraiment plusieurs mois que j'ai pas pris de vacances, donc je vais en prendre. J'ai fait un super programme pour le mois à venir sur YouTube, donc toutes les vidéos sont déjà prêtes, donc ça, c'est cool. Ça va beaucoup parler d'Apple Intelligence dans ce podcast, dans cet épisode, mais aussi sur YouTube, parce qu'il y a plein de choses à dire. Ouais. Et franchement, moi, je suis globalement satisfaite et contente, même si on est encore en bêta. Je trouve que tout marche à peu près bien. On va en parler en détail dans cet épisode. Et surtout, moi, je suis contente parce qu'on a eu beaucoup de commentaires sur Apple Podcast ces derniers temps. On a eu quelques commentaires négatifs, à 1 étoile, parce qu'on est un peu engagé sur certains sujets qui ne plaisent pas à tout le monde, on peut le dire. Donc, on a eu notamment le commentaire hyper positif. On va lire que les commentaires positifs parce qu'on veut parler que des gens positifs dans ce podcast. Et donc, on a par exemple Rodolphe qui nous dit « Ignorez les rageux, on vous adore. À la suite de votre épisode du 28 mars, il est parfois difficile de partager avec autant de générosité et de recevoir en retour des commentaires blessants. Cela donne peut-être envie de tout arrêter, mais il ne faut pas prêter attention à ces personnes pleines de frustration. Continuez à nous régaler, c'est ça le plus important. » Il a raison. L'ami Rodolphe, oui, merci Rodolphe. On a un commentaire aussi d'Isabelle Germouti qui dit « Merci pour tout » et aussi les fameuses notes de l'émission qui sont préparées avec beaucoup de patience par Audrey. Bonjour Audrey et Matt, je vous suis avec envie et impatience.
J'ai plus de temps pour Apple Diff que pour vos chaînes YouTube, même si je sais que je perds, hélas. Car les chaînes sont top aussi. Merci pour votre plaisir communicatif à partager votre podcast. Cela va faire bientôt 3, 4 ans, je ne sais plus, que vous accompagnez et moi l'inverse. Ou l'inverse. Désolé, j'avais pas lu précédemment, alors je lis mal. Et on oublie les haters. Ils m'agacent autant que vous. Je préfère vous entendre parler du van, de la cabane à sucre, en plus de la grosse pomme qu'on aime nous tous. Allez, on vous souhaite une longue route et encore. PS, je vous écoute en vélo en ce moment. Alors attention en vélo, faudrait que tu mettes le mode transparent pour écouter la circulation. Faut faire vachement gaffe. Moi, je tenais à remercier Isabelle parce que c'est une des contributrices les plus actives sur le fameux bouton jaune. Elle nous fait un don mensuel qui est assez conséquent. Donc merci Isabelle, j'en profite de ce commentaire pour te remercier et Matt se joint à moi bien évidemment pour remercier tous ceux qui nous soutiennent grâce au gros bouton jaune qui est toujours disponible sur applediff.com. On a aussi un commentaire de Mike BZH29. On dirait un produit de chez Sony. Très intéressant. C'est surtout un breton. BZH29, ça, c'est un breton, c'est sûr. Ah ouais? Ah, super. Ah oui. Super. Alors, très intéressant. Grâce à vous, on découvre ce monde Apple avec des mots faciles et adaptés à tout le monde. Merci à vous encore. Et on a Didu qui nous dit un podcast plein de fraîcheur. Votre façon d'aborder l'actualité Apple et la tech d'une manière générale est assez inédite et apporte un vent de fraîcheur. Cela rend votre podcast zen tout en étant instructif. Continuez comme cela. Merci pour tous ces commentaires positifs 5 étoiles. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Puis continuez. L'amour va toujours l'emporter sur la haine. Continuez comme ça dans la vie en général. J'ai pas dit de tendre l'autre joue. Je ne suis pas de ce camp-là, mais quand même. Partagez l'amour. Écoutez, merci et on va tout de suite aller dans la catégorie chronique, la partie de l'émission où on parle de quoi de neuf chez Apple. Et Audrey, on va encore avoir une WDC cette année. Audrey, est-ce que ça serait pas à chaque fois dans l'année qu'il y a une WWDC? Eh oui, c'est un événement annuel qu'on connaît et qu'on partage avec vous depuis très longtemps. Donc là, Apple a annoncé que la WWDC 2025 aurait lieu du 9 au 13 juin. Donc on va pouvoir souffler un peu au mois de mai. Avant de repartir dès le 9 juin, on va nous présenter iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, je ne sais pas encore quel nom il aura, mais voilà, on va découvrir toutes ces nouveautés. Alors c'est une conférence, on vous le rappelle, réservée aux développeurs. Donc il y a vraiment un peu que les geeks d'Apple qui regardent cette conférence. C'est pas forcément pour le grand public, mais nous en général, on vous en parle toujours. On vous fait un petit débrief en juin ou en juillet pour vous expliquer ce qu'il y aura de nouveau sur votre iPhone, votre iPad et votre Mac dès la rentrée prochaine, donc dès septembre-octobre. Et comme ça, on verra ce qu'Apple nous propose encore une fois cette année. On sait déjà qu'il y aura alors Siri qui est toujours en retard, très, 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 très en retard sur la concurrence. Apparemment, il serait enfin intelligent avec iOS 19, donc on verra ce qu'ils nous diront lors de la WWDC. Et oui, on a entendu aussi parler de nouvelles interfaces, une refonte qui serait beaucoup plus épurée avec des boutons ronds, on passerait du carré au rond. Des animations plus fluides. Ça serait une des plus grosses évolutions visuelles depuis iOS 7, dans le temps où, je pense, ils avaient donné les rênes du design à Johnny Ive, le mythique personnage de chez Apple de l'époque qui a quitté. Mais ouais, c'est ça. J'ai bien hâte de voir. Certains disent que ce serait des interfaces. C'était dans iWeek pour les citer, pour les reprendre, qui mentionnait que l'interface ressemblerait beaucoup à VisualOS, tu sais, le fameux masque de Apple. Alors on passerait du carré arrondi au rond. Alors, waouh, j'ai hâte de voir ça. Moi, j'ai hâte de voir comment ils vont faire s'il y a des icônes rondes pour les applications, parce que quand tu mets un design, une image dans un cercle, tu perds toute la surface qu'il y a autour.
et qui te permet de faire plus d'infos, de mieux exploiter tes icônes quand ils sont un petit peu carrés avec les bords arrondis que ronds. Donc on verra comment Apple a fait ça, en sachant que Vision OS, de mémoire, c'était quand même visuellement, quand tu mettais le masque, c'était quand même des icônes très lisibles parce qu'elles étaient grandes dans la vision que tu avais à ce moment-là. Sur un iPhone, même s'ils sont tous maintenant d'une taille un peu plus grande qu'à la gamme d'avant, je sais pas ce que ça va donner. On verra ça. On sait pas si c'est une rumeur mais bon, ça, je pense que ça se confirme quand même vu que j'ai lu pas mal d'articles à ce sujet. J'ai vraiment l'impression que ça va être un plus et pas quelque chose de différent. Tu remarqueras maintenant sur l'iPhone, tu peux choisir si tu veux en ton clair, en ton foncé, si tu veux en ton coloré ou en ton d'une couleur souhaitée. J'ai vraiment l'impression que c'est dans ces paramètres-là qu'on va ajouter les boutons ronds. Et je pense pas qu'on va perdre les boutons carrés d'après moi. Mais ça, j'ai rien vu sur ce sujet-là sur Internet, mais je serais surpris qu'Apple quitte le carré qui est historiquement là depuis très longtemps, arrondi d'ailleurs, qui provient de Steve Jobs. Alors, je serais vraiment surpris que ce soit qu'on parte vraiment d'iOS avec des boutons carrés arrondis à des boutons ronds. Bon, une fois que c'est dit, on verra bien, c'est pas grave. Oui, c'est pas important, mais c'est vrai que ça serait sympa que ce soit juste une option, Ouais. un petit curseur qui permette de transformer le carré en cercle si on veut, mais qu'on puisse garder les carrés. Alors quand même, il y a quand même sur Mac notamment, là je regarde en bas de mon écran dans le dock, toutes les icônes sont carrées avec les bords arrondis, Mm. mais il y a longtemps, quand c'était l'époque du réalisme au niveau des icônes, on avait vraiment le carnet d'adresse, c'était vraiment une icône allongée. Je me souviens de Pages, c'était la plume avec Ouais. le petit pot d'encre. L'icône avait vraiment la forme du dessin. Il n'y avait pas de form factor comme ça. Donc on verra. Et puis de toute façon, on aura réponse rapidement. Le 9 juin, on saura. Ouais, on appelle ça du scomorphisme. C'est dans le fond de reprendre des éléments de la vraie vie pour en faire des icônes. Ce qui fait pas nécessairement de sens quand tu as l'application livre de prendre une bibliothèque, mais des fois, ça peut être intéressant dans le monde numérique de transposer comme ça et de faire des analogies de ce genre-là. Bon, Audrey, on va l'annoncer, il y a un nouveau terminal en vente sur la boutique d'Apple. Ça s'appelle Lumon. Et ils ont tout de suite essayé de vendre, comme Vision OS, le masque d'Apple, la version Pro, avec le modèle Terminal Pro de Lumon. C'est quoi ça, Audrey? C'est une petite blagounette qu'Apple a fait sur son store et franchement, j'adore ces petits clins d'œil. C'est un clin d'œil en effet à la série Severance, dont je n'ai pas encore vu la dernière saison, parce que j'attendais que tous les épisodes soient là, comme d'habitude. Et donc en fait, ils ont fait style qu'ils vendaient le Terminal Pro, donc c'est l'ordinateur que vous voyez dans la série, qui est très vintage, hein, avec un clavier énorme. Il n'y a pas de souris, c'est une grosse boule pour faire bouger le curseur, mais l'interface graphique, c'est que du texte, donc je me demande à quoi sert la fameuse boule. Et le clavier, c'est un clavier, comme tu as, Matt, avec des grosses touches Oui, colorées. oui. Mais quand même assez années 80-90. En tout cas, c'était un petit clin d'œil qu'Apple a fait Sur sa boutique, sur son, carrément. Ouais. ouais, sur sa boutique. Hein, il a vraiment été mis à côté des MacBook Air, MacBook Pro, iMac, etc. Donc là, il n'y est plus aujourd'hui, mais je voulais quand même en parler parce que je trouve ça sympa d'imaginer un tel produit qui pourrait être en vente aujourd'hui et qui fait bien sûr référence à une série. Effectivement. Bon, on va pas s'étaler trop longtemps sur la politique, mais bon, évidemment, on peut pas passer non plus à côté. Il y a plein de droits de douane qui se sont mis, qui se sont enlevés, qui sont revenus. Bon, alors, ça vient d'un personnage orange aux États-Unis qui a décidé qu'il allait faire la guerre commerciale à la planète entière. Évidemment, ça risque ou potentiellement, on peut penser que ça risque d'impacter les frais de nos produits, les prix de nos produits. Moi, je sais que, et toi aussi, tu me l'as dit au début de l'émission, Audrey, qu'il y a des gens qui t'ont contacté pour savoir est-ce que c'est le moment d'investir ou de dépenser pour un iPhone ou pour un Mac. Mm. Et moi, ma réponse a toujours été la suivante. Il n'y aura pas d'impact. Et je suis pas mal certain de ce que j'avance. D'abord,
Apple a fait des provisions pour les États-Unis en envoyant 600 tonnes d'iPhone par avion pour garder les stocks. Alors, je pense qu'ils ont eu des petits échos pour dire ça t'en prend combien de tonnes pour durer combien de mois. Ils se sont parlé avec l'administration des États-Unis. Ils ont envoyé la bonne quantité d'iPhone que ça va prendre pour que la guerre tarifaire, ou en tous les cas que les gens commencent à négocier des droits de douane avec les États-Unis. Ça a aussi incité Apple à faire un investissement massif aux États-Unis pour des nouvelles usines, pour la création d'usines dans certains États pour faire de l'assemblage de téléphones. Bref, on suit ça pour vous. On veut pas trop en parler dans l'émission. Mais moi, ma position, c'est la suivante. Si vous avez besoin d'un produit aujourd'hui, ben achetez-le. Si vous pensez peut-être que vous auriez besoin de quelque chose, ben non, c'est pas le moment d'attendre. De toute façon, il y aura pas nécessairement de grands changements. Et puis, Apple a pas intérêt de charger les prix trop, parce que d'abord, ils sont déjà dans une gamme tarifaire un peu plus élevée pour les iPhones que les autres. Et puis aussi, ben, ça aura des impacts sur les ventes. Et qui dit impact sur les ventes, ça aura des impacts sur les investisseurs. Et moi, je prends parti que Apple est tellement grosse qu'elle ne va pas se faire si mal que ça et elle coupera pas dans les marges pour vous faire plaisir. Bref, je résume ça en d'après moi, ça changera pas. Si vous avez besoin d'un produit tout de suite, prenez-le. Sinon, attendez comme c'était avant l'arrivée du Monsieur Orange. Ouais. Moi, j'aurais un peu plus de nuances quand même parce que même si pour l'instant il y a des stocks, au niveau des Mac notamment, si vous voulez une configuration personnalisée, forcément que les stocks il y a des stocks de toutes les gammes et de toutes les déclinaisons, mais quand même, en sachant qu'en Europe, ça vient de Chine directement, on ne repasse pas par les États-Unis, donc normalement on ne devrait pas subir ces surtaxes. Moi, j'ai une cliente notamment qui voulait s'acheter un Mac Mini, elle y réfléchissait depuis quelques temps, donc je lui ai dit, bah, si vous vous êtes décidé, si c'est réfléchi, voilà, allez-y, achetez-le, ça sert à rien d'attendre plus longtemps. Pas forcément en vue des taxes que Trump veut imposer, mais si c'est le moment d'acheter, en fait, achetez. N'attendez pas des baisses de prix parce que ça, à mon avis, ça n'arrivera pas. Ça arrivera pas aujourd'hui ni demain. Les hausses de prix, on ne sait pas. Après, on parle aussi de taxes parce que est-ce que tu te souviens quand Trump a été élu en 2017, la première fois qu'il a été élu, 2016 ou 2017, Apple avait réussi à avoir un accord avec lui pour que les composants ne soient pas surtaxés. Parce qu'il n'y a pas forcément que le matériel emballé fini, il y a aussi les composants qui peuvent être taxés. Donc, je pense que Matt a raison dans le sens où ça ne va pas changer et où Apple va tout faire pour ne pas augmenter ses prix. Mais si vous avez besoin de changer de Mac notamment ou d'iPhone ou d'iPad parce que votre iPhone 7 ou 8 il est en bout de course, bah allez-y. Enfin, je veux dire, n'attendez pas non plus des mois si ça devient urgent. Voilà. Parce que tous les jours, Trump, il change, il dit un jour c'est 100%, un jour c'est 25%, un jour c'est 2000%. Donc en fait, on ne sait plus. Et quand vous écouterez ce podcast, eh ben, ça aura encore changé. Donc ce qui est important, et comme on le répète depuis des années dans ce podcast, achetez quand vous avez besoin. Voilà, voilà. Au niveau de l'intelligence artificielle, tu en as traité un petit peu. On aurait une Siri un peu plus intelligente d'ici 2026. Ça confirme pas mal ce que tu disais au niveau des rumeurs un peu plus haut par rapport à les nouvelles interfaces d'iOS. Et donc, je pense qu'au niveau des actualités, il n'y a pas eu de nouveaux produits beaucoup depuis qu'on s'est parlé. Il n'y a pas eu de grosses nouveautés. Je veux pas non plus embarquer trop dans la politique et la guerre tarifaire, qui est très ridicule. Et ce sera juste mon point de vue pour cette émission. Ok. Audrey, tu nous as préparé un dossier parce que j'ai dit que Siri était un peu une tarte, mais elle s'est quand même un petit peu améliorée grâce à de l'aide de OpenAI. Mais une fois qu'on dit ça, il y a eu plein de nouveautés dans les derniers mois à partir de la version 18.4 d'iOS, 18.4 iPadOS et macOS Sequoia 15.4. Et tu voulais qu'on parle d'Apple Intelligence. Bah oui, parce qu'en fait, Apple Intelligence est arrivé il y a très peu de temps en français et en France, avec en effet les mises à jour disponibles sur
vos iPhones, vos iPads et vos Macs. Alors déjà, on va clairement dire que Apple Intelligence est disponible sur très peu de modèles. On vous en a déjà parlé, mais sur les iPhones, on reste quand même sur de l'iPhone 15 Pro ou de l'iPhone 16 et toute la gamme d'iPhone 16. Ça exclut énormément d'iPhone, on le sait, mais bon, il faut 8 gigas de mémoire vive pour faire tourner Apple Intelligence. Donc forcément, tous les iPhones qui ne sont pas équipés avec 8 gigas ne peuvent pas faire fonctionner Apple Intelligence. C'est une limite matérielle. C'est pas Apple qui a dit non, les iPhone 14 sont éjectés parce qu'ils sont trop vieux. C'est une limite matérielle. Est-ce que c'était calculé de la part d'Apple? Je suis pas sûre parce que ça fait quand même mauvaise presse. Moi, je vois sur YouTube, depuis que j'ai sorti 2 vidéos là sur Apple Intelligence, il y a quand même énormément de gens qui sont déçus, qui râlent parce qu'ils ont un iPhone 14 Pro, parce qu'ils ont un iPhone 13. Franchement, je comprends. Après, Apple Intelligence, là, on va en parler. Vous allez voir que ça apporte quand même beaucoup de choses, mais si vous avez un iPad qui est un peu plus, un iPad qui date de 2022 ou de plus récent, ou un Mac qui date de 2020 ou plus récent, donc un Mac quand même qui a 5 ans, je pense il y a vraiment beaucoup de monde qui ont des Mac avec la puce M1, M2, M3, M4, etc. Donc je pense que même si vous n'avez pas Apple Intelligence sur votre iPhone, vous pourrez en profiter peut-être sur votre iPad ou peut-être sur votre Mac, parce qu'en fait, toutes les fonctionnalités sont identiques sur les 3 gammes d'appareils. Donc c'est intéressant de ne pas rejeter complètement Apple Intelligence et de l'essayer malgré tout, même si votre iPhone, on n'en profite pas. Il y a aussi en effet l'intégration de ChatGPT dans Apple Intelligence. Alors, j'aimerais apporter une petite nuance parce qu'en ce moment, on parle beaucoup du coût écologique des IA, notamment en matière de consommation électrique, d'eau, etc. Donc, si vous voulez avoir une utilisation 100% localisée de votre IA, vous pouvez utiliser Apple Intelligence qui est majoritairement locale et ne pas activer ChatGPT si jamais vous pouvez vous en passer. Moi, c'est ce que je fais. Je teste à vraiment Apple Intelligence telle qu'elle est actuellement disponible sans l'aide de ChatGPT pour voir ce que ça donne. Et il y a quand même énormément de choses qu'on peut faire sans avoir besoin d'une connexion Internet. J'ai tout testé en mode avion. Tout fonctionne en local, donc parce que je suis un peu... Moi, je débranche le câble. Ils disent que c'est en local. Je veux vraiment voir si c'est en local. Donc, je coupe le Wi-Fi. Ils t'auront pas, je débranche Audrey. le câble Ethernet. Voilà, comme ça, c'est fait. Et donc, je peux vous confirmer que tout ce dont on va parler aujourd'hui fonctionne localement, donc à un coût écologique bien moindre que les IA en ligne. Mais je veux quand même, parce que je sais pas si tu as vu ça m'agace un peu la question de l'écologie par rapport à l'eau, par exemple. Ce matin, j'en parlais avec Mathieu Blanco, qui a écrit un livre puis maintenant, en tout cas, qui est sur Internet, qui est assez connu dans le domaine du podcast depuis longtemps, qui œuvre dans l'écologie, qui est maintenant certifié, qui a écrit un livre sur le sujet. Puis il m'a fait une remarque que j'ai reprise. Alors je vais remettre à César ce qui appartient à César, mais regardez quand même pour vous donner une perspective, ok? Une requête ChatGPT consomme un demi-litre d'eau. Bon, c'est beaucoup quand même pour faire une requête. Une image ChatGPT, c'est 5 litres d'eau. Bon, en moyenne, hein. Alors, ça dépend des pays, ça dépend de plein de choses. Mathieu, ce matin, m'a bien mis en garde et dire, fais attention, dis environ, parce que si tu dis égal à, tout le monde va te tomber dedans. Une tasse de café, Audrey, combien, tu sais, pour avoir ton café, pour que tu aies ton café, ça a coûté combien d'eau pour avoir ton café torréfié, amené ici chez toi? Aucune idée. 50 litres d'eau pour une tasse de café. OK, boum, ça commence, hein, je vois ton visage. Une tablette de chocolat, Audrey, combien ça peut prendre sa genèse? Je sais, j'ai vu ta publication, c'est pour ça que je fais cette tête. Je comprends ton point de vue. Moi, j'ai juste envie de dire que l'eau et la nourriture, c'est vital. Oui. Et ChatGPT, c'est pas vital. Donc, non. Voilà, c'est juste ça que je veux apporter comme nuance, mais je suis tout à fait d'accord avec toi et je te laisse finir. Alors, une tablette de chocolat, c'est environ 500 litres d'eau et 1 kilo de bœuf, c'est 1000 litres d'eau. Alors, je suis totalement content et heureux qu'on s'inquiète de ChatGPT par rapport aux impacts écologiques. Mais il y a quand même d'autres choses à inclure dans votre raisonnement par rapport à ChatGPT. Et aussi, je voudrais qu'on commence à réfléchir à, il a fait un dessin, ça t'a coûté combien? Combien une feuille de papier
qu'on a besoin de litres d'eau pour générer une feuille de papier, des crayons et ainsi de suite. Alors, si vous faites ça 24 heures sur 24 non-stop, je comprends pas. Mais si vous faites une fois une image d'un... Puis là, ben là, je commence à être un petit peu essoufflé de voir des starter packs. Mais on en a tous marre. tous marre. Mais une fois qu'on a dit ça, faut pas non plus aller vous immoler avec de l'essence sur la place publique, OK? C'était juste ça par rapport à l'impact écologique. Je suis d'accord avec toi et j'aimerais apporter un mot qui manque cruellement aujourd'hui, c'est le mot nuance. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, si tu utilises ChatGPT, mais que t'as pas de voiture, ou que tu es en télétravail 7 jours sur 7, ou que t'as pas d'enfant, ou que tu es végétarien, ou alors que tu manges de la viande. En gros, je pense que la pollution qu'on émet individuellement se calcule sur toute notre vie, tous nos usages quotidiens. Moi, quand j'ai fait le test là en ligne pour connaître mon bilan carbone, c'était à la mode il y a 1 an ou 2, tout le monde faisait ça. Eh bien, en fait, moi, le fait que, ok, je mange de la viande, mais que je sois en télétravail, bah, c'est à rééquilibrer les choses. Donc, en fait, c'est ridicule de pointer du doigt les gens qui font ça, parce qu'en fait, je pense qu'il faut voir ça de manière beaucoup plus globale. Après, moi, je trouvais ça marrant de tester une IA 100% locale pour voir ce que ça donnait. Et c'est pour ça que j'ai commencé mon dossier en précisant ça, parce que je pense qu'au final, c'est quand même la solution, que les IA tournent localement, parce que c'est vrai que on vit dans un monde où on essaye tous de faire des efforts pour émettre le moins de pollution possible. Et si on nous sort des outils comme ça, qui sont hyper gourmands, qui sont énergivores, etc., ben ça réduit un peu tous les efforts qu'on a fait ces 10 dernières années. Donc, je pense que tout est une question d'équilibre, de nuance, et qu'on faut arrêter de condamner les gens et de juger les gens sur leur usage de tel ou tel outil. En fait, en local, le point d'avoir du local pour que ce soit un peu écologique, après ça, il faudrait calculer, on n'est pas des experts. Ça prend des puces plus grosses, ça prend plus d'espace, bref, tout ça, on n'est pas expert. Mais qu'une chose qui est certaine, c'est que lorsque vous utilisez une IA en local, ben, les données, ils restent sur votre poste. Alors, c'est l'axe de sécurité, moi, qui m'intéresse vraiment plus d'avoir des IA locales. Et aussi, des fois, ben, ChatGPT, il est en panne. Tandis que ton téléphone, ben, il va répondre. Alors, c'est vraiment ça qui m'intéresse le plus. Pour le moment, c'est les modèles que ça fait longtemps que je les expérimente sont pas encore à la hauteur de ChatGPT. En fait, ils sont rares, ceux qui sont à la hauteur de ChatGPT. Et puis, le parti qu'Apple a pris, c'est de prendre le meilleur. Et on peut pas les blâmer, quand même. C'est de prendre le meilleur parmi les partenaires pour le moment. Et puis, il y a aussi des rumeurs qui disent que il y aura pas que ChatGPT, il va y avoir Gemini, il va y avoir d'autres partenariats par rapport à l'intelligence artificielle. Et après, une fois qu'on a tout dit ça, dites-vous que tous les jours, vous partagez sur Facebook, vous faites des recherches sur Google, alors que de donner de l'information à une entreprise américaine, c'est pas la première, ça sera pas la dernière, malheureusement. Et de là à dire qu'il faut tout boycotter, OK, c'est un autre débat. Oui, oui, je pense que c'est lié surtout à des métiers spécifiques comme les illustrateurs, les rédacteurs, les formateurs. En fait, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un outil comme un autre. Je pense que il faut pas en abuser. Moi, si j'ai utilisé ChatGPT 10 fois depuis que ça existe, c'est beaucoup parce que je ne l'ai pas encore intégré dans mon quotidien, mais je sais que l'IA, je l'utilise dans mes photos, par exemple, depuis des années. Ouais. On utilise tous de l'IA sans le savoir depuis très longtemps. On appelait ça du machine learning, mais c'est en fait, c'est une branche de l'IA. Donc, de toute façon, on n'en est qu'au début des IA. Peut-être que tout ça va être optimisé aussi pour que ce soit moins énergivore. Et après, il y a plein de choses qu'on n'achète plus pour rééquilibrer la balance. On n'achète plus de DVD, on n'achète plus de rames de papier, on n'achète plus de Voilà. cassettes audio. Voilà, en fait, c'est un débat qu'on a à chaque fois qu'un nouvel outil qui est énergivore est disponible. C'est oui, mais il y a tout ça qu'on fait plus. En fait, le streaming, quand c'est arrivé, il y a eu le même débat. Je sais pas si tu te souviens quand Netflix est arrivé, tout ça s'est développé. On a dit oui, mais ça consomme des serveurs. Voilà, moi je préfère regarder mon DVD. Bah oui, mais ton DVD, il a coûté combien écologiquement à fabriquer? Donc, en fait, j'ai l'impression que c'est un débat sans fin et que la vraie menace de l'IA, j'ai envie de dire, c'est que ça fasse disparaître certains métiers. Mais là encore, c'est le cas de toutes les révolutions technologiques ou robotiques ou mécaniques. Donc, on peut pas refuser le progrès non plus. Parlons maintenant des fonctionnalités. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA, les outils, bref,
Là, on a traîné là, sur du technocratique et de l'opinion. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, Audrey? Alors, on a traîné, mais c'est hyper important parce Ouais, que c'est vraiment le débat du moment. Donc, c'était important qu'on partage notre point de vue, qu'on dédramatise, qu'on arrête de ouais, faire culpabiliser les gens. Voilà, il y a pire comme problème dans le monde, j'ai envie de dire. Donc, ne minimisons pas, mais prenons un peu de recul. Alors, il y a un truc que moi j'adore dans Apple Intelligence, c'est la gestion des notifications. Quand tu as plein de notifications qui arrivent sur ton iPhone, tu as les notifications prioritaires. C'est par exemple le message de ta meilleure amie qui te propose d'aller boire un verre ce soir et c'est une priorité. Donc, ça a bien donc marché pour Apple, toi, c'est cool ça. oui, ça a marché pour moi avec les gens avec qui je communique le plus. Ah, Leurs messages sont toujours en haut de la liste. Et quand j'ouvre mes notifications pour les regarder rapidement, la notification prioritaire reste en haut. Donc ça marche très bien. Ce que j'aime bien aussi, c'est les résumés des notifications. Donc, par exemple, si Instagram m'a envoyé 10 notifications, eh bien, j'ai une petite flèche avec le résumé. Donc, ça me permet rapidement de voir si je dois y aller ou pas. Donc, ça a vraiment changé la façon dont je gère mes notifications. Et il y a bien sûr le mode de concentration spécifique à Apple Intelligence. c'est vrai. Alors, celui-là, je l'ai essayé. Il y a du progrès à faire. Peut mieux faire. J'ai loupé des trucs. Peut mieux faire, mais c'est quand même une bonne idée. Est-ce que tu as testé, toi, par rapport aux notifications Ben, moi, mon secret, c'est que j'en ai aucune. Il y a les seules notifications que j'ai sur mon téléphone depuis plusieurs années maintenant, c'est vraiment ma famille proche, téléphone, SMS. Le reste, tout est bloqué tout le temps presque. Pas presque, oui, tout est bloqué. Je retire ça par souci de préserver mon temps de réflexion parce que tu sais je fais du travail où des fois ça prend du temps et puis avec le nombre de notifications que je peux avoir de plateformes et de ci de ça j'en finissais plus. Alors j'ai complètement coupé ça. Il y a juste iMessage pour ma famille et puis le téléphone normal. C'est tout. Il y a absolument rien d'autre. D'accord, donc sur ton écran verrouillé, tu as que messages et téléphone qui peuvent t'envoyer des notifications. Ouais, ils sont rares ceux qui sont dans iMessage pour moi. T'en fais partie, bravo. Ah, merci. mais Moi aussi, j'avoue, t'en fais partie tu peux me déranger quand tu veux. mais ils sont très très rares. Je suis excessivement pingre sur la manière dont je distribue mes coordonnées. Ok. Bah écoute, en tout cas, si comme moi, vous avez quand même laissé passer quelques applis pour vous envoyer une notification, ben voilà, dites-nous sur nos réseaux sociaux ce que vous pensez des notifications et des résumés des notifications et du mode de concentration. Dites-nous si ça marche bien chez vous ou pas. Ouais, franchement, les résumés, c'est top. Les notifications prioritaires, ça marche bien chez moi. Et le mode de concentration, à revoir. Au-delà de ça, on a des outils alors, je vais commencer par les générations d'images, parce que je garde le meilleur pour la fin. Les outils de génération d'images, on en a 2 sur Apple Intelligence. Ouh, Mathieu, il me fait une grimace. Ça ressemble un peu à ça, ouais. Bouge pas, je fais une capture. Donc on a, Genmoji qui permet de créer des émojis personnalisés. J'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube pour expliquer comment ça marche. Globalement, je trouve ça plutôt pas mal, en sachant qu'il ne faut pas oublier que ce sont des émojis qui vont faire 4 millimètres de haut. C'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est simple et que c'est un peu Disney sur les bords, comme on m'a dit. Parce que, en effet, faut qu'un emoji, le but d'un emoji, c'est qu'il soit lisible. Je vous rappelle qu'au début, les emojis, c'était juste des petits smileys Hein. dans un cercle qui sont les plus lisibles. Il y a pas à chipoter là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les utilise encore beaucoup. Et dès qu'un emoji devient trop compliqué, on est là, on comprend pas, ou alors on l'envoie dans un message à part pour qu'il apparaisse plus grand. Moi, je fais tout le temps ça. Donc les Genmoji, en effet, c'est un peu simple, c'est un peu dessin animé, mais franchement, je trouve ça plutôt pas mal. J'avais tendance à faire des phrases au début quand je voulais en créer un, et puis en fait, je me suis rendu compte qu'en mettant des mots, les uns à la suite des autres, c'était beaucoup plus simple. Genre Audrey, je sais plus ce que j'ai mis comme exemple, chapeau de cow-boy, Far West, et puis là, il m'a fait un emoji de moi avec un détresse et puis un chapeau de cow-boy. Donc voilà, les emojis avec Genmoji, c'est quand même plutôt marrant, plutôt sympa. Mes copains et mes copines qui ont un iPhone compatible, bien évidemment, s'amusent aussi. J'en ai reçu ce matin. Et
Au niveau des générations d'images, on a aussi Playground. Donc là, c'est une appli à part entière. C'est pas intégré dans votre clavier d'emoji. C'est carrément une appli où vous allez pouvoir créer des images avec un peu plus de contexte, de suggestions. Mais par contre, il y a des résultats qui sont un peu moches et qui font peur. Je sais pas ce que tu en penses. Ben alors, les Genmoji, moi, j'ai demandé qu'ils me fassent une poutine. Ça n'a pas été compliqué. Est-ce que tu sais ce que c'est une poutine, Audrey? C'est un plat québécois. Ben oui. C'est genre des frites avec une sauce marron. Oui. C'est ça, à peu et du près? fromage mozzarella, je veux dire du mozzarella pour qu'on se comprenne, là, mais du fromage en dessous et il a pas fait une poutine. Il a absolument pas fait une poutine. Alors après ça, j'ai dit frites, sauce brune et fromage. Et non, il a pas fait ça non plus. Alors, depuis, c'est terminé pour moi. Tant que Genmoji ne fait pas de poutine, je ne l'utiliserai pas. Playground, oui, c'est l'application. Elle se retrouve aussi dans les outils pour générer des images, comme dans Apple Notes. Vous allez pouvoir utiliser Image Playground. C'était de l'ordre du bien il y a 2 ans en termes de génération d'images. Mais, je vais apporter le bémol suivant, c'est en local. Oui, et je trouve ça, pour avoir testé plusieurs IA de génération d'images, et c'est là où tu vois que c'est là où Apple se démarque, c'est dans la façon de faire. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas juste un prompt où on va taper ce qu'on veut, on va avoir des suggestions, ce qui va rendre en fait la création de quelque chose beaucoup plus intuitif, parce que vous allez pouvoir choisir la photo de quelqu'un dans votre famille, par exemple. Donc, je vais prendre ma photo à moi, ou celle de mon chat ou de mon chien. Enfin, je vais pouvoir partir d'une photo et je vais pouvoir ajouter des suggestions, des éléments, sans avoir besoin d'utiliser le prompt. Donc, en fait, ça rend le truc hyper ludique. Moi, je trouve c'est là où Apple, enfin, tout ce qui est ludique, on sait qu'Apple, c'est la force d'Apple, de faire des choses simples à utiliser. Même si ces dernières années, je vous l'accorde, ça a été un peu perdu, mais en gros, tu vas partir d'une photo. Donc, tu as la petite bulle comme ça qui travaille. Tu vas ajouter, par exemple, anniversaire. Donc, il va te faire une ambiance d'anniversaire dans l'image. Tu vas ajouter gâteau au chocolat et hop, il va te créer une image. Globalement, je trouve que même si c'est en local, alors c'est pas immédiat, il y a quand même quelques secondes. Ça prend 5-6 secondes d'après ce que j'ai mesuré pour générer l'image. Mais ce que je trouve bien, c'est que c'est ludique. C'est-à-dire que tu peux appuyer sur le moins pour en fait enlever un des éléments un des éléments de ton image en remplaçant par exemple gâteau au chocolat par glace, j'en sais rien. Et il va repartir, il va te refaire une image et ainsi de suite. On peut enregistrer ces images, on peut les partager bien évidemment. Donc on peut créer on peut créer une image avec les suggestions. Donc il y a plein, il y a des thématiques, des décors, des habits. Enfin on peut en fait en appuyant à droite à gauche comme ça générer une image juste à partir des suggestions. Il y a un prompt bien évidemment. Il y a l'utilisation de nos photos personnelles, on peut transformer une photo en image. Et là encore, pour, comme tu dis, une IA qui est locale, qui est encore en bêta, parce qu'il faut quand même rappeler, Apple Intelligence est en bêta. Ça fait longtemps que c'est en bêta, mais on va leur laisser le bénéfice du doute. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Par contre, dans les styles d'images, et c'est là où pour moi c'est un problème, c'est qu'on a un style un peu animation, je pense que c'est le plus réussi. On a un style dessin qui est pas mal, mais peut mieux faire. Et alors le style, le dernier, là, je sais plus comment il s'appelle, qui est réaliste. Là, c'est vraiment, je trouve ça vraiment horrible. Je trouve ça pas beau du tout. Alors, c'est vraiment le seul qui est beau, je trouve, des trois. Là, je suis totalement d'accord avec toi. Et je viens d'essayer. J'avais pas essayé Image Playground avec la poutine. Je vais t'envoyer les résultats. Encore là, on n'a pas la poutine. Tu demandes un truc hyper régional aussi, t'exagères. Si tu prends une photo de toi que tu te mets sur la plage dans un transat, il va le faire. Il va le faire. La poutine, quand même. Comment il s'appelle le dernier style, là? Parce que j'ai oublié. Il faut que je donne le nom. Alors, je suis en train de l'ouvrir. On va voir. Alors, pendant l'émission, nous, on fait des images. Vous écouterez du blanc, c'est votre problème. Nous, on fait des images sur Image Playground. Alors, vous avez le style, ça y est, je trouve. Animation, illustration, qui passe encore, mais alors le style dessin. Là, il m'a fait des têtes en partant d'une photo de moi. Je me faisais peur. Franchement, avec un œil qui part à gauche, un œil qui va tout droit, des dents bizarres, un sourire bizarre. C'est assez effrayant, le dernier style qu'il propose.
J'ai reçu la newsletter de Guillaume Jette qu'on avait invité plusieurs fois et ça m'a fait rire parce qu'il dit exactement la même chose. Il a pris une photo de lui, il l'a mis dans Playground, il a choisi le pire style et là il dit ça fait peur, hein. Ça m'a fait rire parce qu'on a eu la même réflexion. Bon, globalement, les outils de génération d'images, ça passe, mais c'est un peu, comme tu disais, en retard sur ce qui se fait aujourd'hui en termes d'IA. C'est bien dans Page ou dans Keynote, tu sais, tu peux prendre des images de ça, les mettre pour un travail d'étudiant. On se doute que c'est pas avec ça que tu feras un plan d'architecte. C'est certain, c'est ludique, ça agrémente des textes. Vous pouvez même l'utiliser dans certaines applications pour faire vos avatars, des trucs comme ça. Bah c'est bien. Par contre, je sais pas si on va garder nos Memoji. Est-ce qu'ils vont remplacer ça? Est-ce qu'un jour ça va être alimenté par ça? Je sais pas. Ah, j'ai une nouvelle à te donner à ce sujet parce que j'ai trouvé comment faire pour récupérer nos Memoji en format PNG, image, transparent. Ouais, ok. PNG transparent. En fait, il suffit que tu désactives iMessage sur ton iPhone, tu t'envoies à toi-même tous tes Memoji et là, ils passent en format image. Ah, C'est tellement con. Comment j'ai pu ne pas y penser? Je me suis dit, mais Audrey, ça fait des mois que je galère parce que c'est ce que j'utilise pour mes vignettes sur YouTube et je devais récupérer des vieilles vignettes, enfin, ou chercher dans les archives de nos échanges dans Messages pour retrouver mes Memoji. Et en fait, il suffisait de désactiver iMessage. Du coup, tu passes en mode SMS et à ce moment-là, tu peux t'envoyer à toi-même tous tes Memoji et ils passent au format image PNG, donc transparent. parce ils avaient changé ça dernièrement et on pouvait pas s'envoyer nos Memoji. Et on a cherché longtemps. Ben, merci Audrey d'avoir découvert ça. Mais il en demeure pas moins que on est limité dans les Memoji quand on crée. En termes de, c'est le cadre strict en arrière de l'ordinateur, étonné, avec avec, j'espère, Tu Apple peux faire Intelligence. sur ton visage, mais t'as pas le corps avec. C'est ça. Tu peux faire tous les Memoji que tu veux avec ta caméra Face ID, mais tu peux pas avoir le corps ou les mains. Donc Ouais. c'est sûr que moi j'aimerais bien. Moi j'adore les Memoji. Maintenant c'est vraiment mon identité, on va dire un peu dessin animé quoi, que j'utilise un peu partout. Donc j'aimerais bien que Apple Intelligence nous permette d'en créer des sur mesure. Ça serait génial d'avoir un avatar on peut dire, ben, un Memoji qui tire la langue, les bras en l'air. Enfin, tu vois, au Ouais. lieu de faire des montages, parce que moi je fais des montages, c'est la cata. Donc voilà. En tout cas, même si avec iOS 18 les Memoji étaient devenus des stickers, donc ils étaient soit en tout petit non pas des stickers justement, ils étaient considérés comme du texte. Donc on pouvait pas les récupérer, on en a parlé plein de fois, c'était la galère. Et en fait, il suffisait de désactiver iMessage et de se les envoyer. Bon, voilà. Donc je suis contente d'avoir trouvé cette astuce. Je sais plus comment. Est-ce que c'est par un commentaire YouTube? Je me souviens plus, mais en tout cas j'en ai parlé à quelqu'un et on a trouvé la solution. Donc euh, c'est encore possible. Alors, je te propose qu'on passe au niveau des outils d'écriture d'Apple Intelligence. Oui, parce que les photos, j'imagine, tu veux les garder pour la fin. Par rapport ah oui, l'application photo. Oui, c'est vrai que j'ai oublié ça. Bah non, je vais finir sur l'application photo qui intègre quelques fonctions d'Apple Intelligence, notamment la retouche. Heu, alors j'ai fait des essais. Globalement, c'est pas mal, mais ça se voit. C'est-à-dire que Ça marche bien pour des petits trucs. voilà. Un petit lapin dans le fond, un géranium que tu veux pas voir, ça marche bien. Ça marche bien aussi pour flouter des visages sur une photo de famille où tu veux pas que les gens reconnaissent, ça marche bien. Mais quand tu veux retirer des gros morceaux d'une image, c'est compliqué. Oui, c'est ça. Moi, je me souviens quand j'étais en Espagne, en octobre dernier, j'ai fait une photo bien cadrée, mais il y avait une poubelle devant. Une énorme poubelle et si je me mettais derrière la poubelle pour prendre la photo, j'avais pas ce que je voulais. Vraiment la poubelle mal placée, quoi. Vraiment, il faut la faire déplacer. Je vais écrire à la mairie de de ce village. Mais bon, donc là, j'ai testé sur le Mac, avec Apple Intelligence de cet outil de correction et alors il m'a enlevé la poubelle, il m'a refait le sol un petit peu, mais alors je me dis que si on le sait pas, on le verra pas. Ouais, c'est ça. Si tu es graphiste, tu le verras forcément, mais sinon ça demande quand même énormément de travail d'enlever un élément aussi important sur une photo. Donc
ça reste un outil quand même, surtout sur l'écran d'un iPhone qui est petit, Ouais. ça peut être vite flatteur. C'est-à-dire, ah ouais, ça marche super bien, ça a pris 1 seconde. Donc, et dès que tu es sur un grand écran, non mais c'est vrai, en Ouais, fait, t'as raison, il y a t'as plein raison. de choses qu'on trouve géniales sur un iPhone, puis quand on passe sur un grand écran, on se fait, ah ouais, en fait, c'est pixelisé ou c'est pas terrible. Donc, Et puis tout ce qui est outils. j'avais invité aussi mon ami numérique Citizen dans un de mes podcasts, puis il me disait que dans les métadonnées, lorsque tu utilises ces outils-là, Apple l'ajoute dans les métadonnées comme de quoi que tu as utilisé des outils de retouche. Alors, tu vois, ils vont aller jusque dans ces détails-là où toi et moi, tu sais, pour 99,9% des gens, ils savent pas de quoi je parle présentement, mais pour dire à quel point ils vont ils sont très granulaires quand tu retouches, ils vont l'indiquer dans la photo. Les métadonnées, pour ceux qui ne le savent pas, quand vous prenez une photo, vous avez des métadonnées. La géolocalisation, avec quel type d'appareil ça a été pris, la date, le mois, l'heure et d'autres types d'informations. Et puis, Apple ajoute dans ces informations-là des photos que ça a été retouché par Apple Intelligence. Je trouvais ça bien. Oui, et ça rejoint, le pourquoi ils font pas de photoréalisme dans, Ben, Playground ou dans les Genmoji parce qu'ils ne veulent pas, et ils l'ont dit, être, «complices» entre guillemets, de fake news avec, des images, qui seraient fausses, des photos de célébrités et cetera. Donc ça m'étonne pas qu'ils mettent ça dans les métadonnées et je trouve ça vraiment très bien. Comme ça, il y aura pas de, même si on peut exporter des images sur les métadonnées, mais je pense que cette métadonnée-là, elle doit pas être simple à enlever. En tout cas, dans l'application photo, vous avez ça, vous avez, des créations de souvenirs sur mesure aussi. Vous pouvez dire, «Fais-moi un film, de souvenirs avec telle photo, telle personne», donc il peut générer ça, et il y a un troisième, oui, et la recherche aussi ouais. dans l'application photo qui est plus intelligente. C'est-à-dire qu'on peut maintenant formuler des phrases toujours dans la recherche, dans le prompt, au lieu simplement de chercher des mots. Mais la recherche dans l'application photo, et ça, je tiens à le dire, ça fait quand même au moins 5 ans, 6 ans, 7 ans que, la recherche est très poussée. L'intelligence artificielle, elle est depuis longtemps dans les photos, dans l'application photo, puisque vous pouviez, même il y a 5 ans, taper, voiture et il vous sortait toutes les photos où il y a une voiture ou, vélo, chapeau, gâteau, enfin tout ce que vous cherchez dans les photos. Ça fait longtemps Mais d'après moi, que ça c'était existe. pour quand tu avais iCloud. Parce que le modèle de recherche, il y avait l'intelligence des serveurs d'Apple pour pouvoir le faire. Faudrait que je vérifie, mais je suis pas mal certain que c'est avec un hébergement de photos iCloud que la recherche était bonne. Sans hébergement de photos, peut-être que ça vient de s'améliorer. Je suis pas sûr je te regarde le visage puis on dirait que j'aurais dû pas intervenir. Si, je réfléchis et je pense que j'avais jamais pensé à ça, donc ça m'intrigue ce que tu dis et tu as peut-être raison. C'est vrai que moi, j'utilise Photo iCloud depuis que ça existe, donc Hein. je pourrais pas dire. Mais en tout cas, là, ce qui a changé dans la recherche, c'est qu'on peut, formuler naturellement des phrases. Par exemple, moi «Montre-moi toutes les photos d'Audrey, en voiture», et là, il va transformer une phrase en requête, alors qu'on a tapé une phrase complète. C'est plus Donc pour naturel, moi, ouais. ouais, voilà, pour moi, c'est en langage plus naturel, c'est ça qui a changé. La cerise sur le gâteau que tu nous as gardé pour la fin parmi les outils d'intelligence artificielle que tu apprécies. Alors, je suppose que c'est parce que tu les apprécies que tu les as gardés pour la fin, ou peut-être que c'est parce que tu les apprécies pas. On va voir, on va voir. Alors les outils d'écriture, alors là encore, ce que j'apprécie de la part d'Apple, c'est que c'est une palette d'outils qui s'affiche quand on fait appel à elle, qui ne communique pas avec nous directement, dans le sens où quand on tape une demande dans le prompt, elle répond pas, elle fait juste ce qu'on lui demande. On n'est pas dans un outil conversationnel comme ChatGPT qui va nous dire: «Ah, t'es fantastique», enfin, le truc que je déteste avec l'IA, c'est vraiment le côté lèche-bot, je trouve ça insupportable. J'arrête pas de lui dire: «Arrête d'être si gentil, fais ce que je te demande». Mais bon, là, voilà, ce que j'aime avec, les outils d'écriture, c'est que c'est une palette d'outils qui s'active, via un raccourci ou via un bouton, d'Apple Intelligence avec le petit crayon là, que vous allez voir un peu partout dans vos notes, dans Pages, dans les mails, enfin vous l'avez un peu partout, et vous avez plusieurs outils d'écriture. Vous avez l'outil de réécriture, c'est-à-dire que vous allez pouvoir changer le style, le ton que vous employez dans du texte. J'ai fait plein d'essais, je trouve ça vraiment bien. Hem, il est sup le ton professionnel, il est très,
Même en faisant beaucoup d'efforts, je serai jamais aussi polie que ça. Je trouve ça vraiment, c'est vrai, je trouve ça vraiment très bien fait. Vous avez 3 tons. Vous avez, professionnel, concis ou neutre, il me semble. Le premier c'est Familier, professionnel, concis. OK, alors en français, c'est pas exactement ça. Ah non? Non, c'est informel, OK. professionnel et concis. Alors, tu vois, chez nous, informel, c'est familier. C'est C'est ça. fou. Bon, moi, j'ai remarqué parce qu'il met des merci, il tutoie, donc vraiment informel, c'est vrai que ça aurait été mieux que ça s'appelle, familier. Mais voilà, là, je viens d'ouvrir on est dans l'application Notes parce que Mathieu et moi, on partage les notes de l'émission, dans une note partagée. J'ai cliqué sur le petit bouton, outils d'écriture d'Apple Intelligence et j'ai la petite palette qui s'ouvre. Je la trouve vraiment très bien faite. On a donc les outils de réécriture, comme je vous disais, donc informel, professionnel et concis. On a la relecture et là, ben, vraiment, ça ne remplacera pas Antidote pour l'instant, parce que moi j'utilise Antidote pour corriger mes textes. Je vais vous expliquer pourquoi. La relecture déjà, ça va vous corriger les fautes d'orthographe, de grammaire, les fautes de typographie aussi, donc les points, les virgules, les espaces. C'est, 1000 fois mieux que le correcteur Ben orthographique, oui. et grammatical du Mac, ou de l'iPhone ou de l'iPad qu'on a depuis toujours, qui loupait une faute sur 2, qui était vraiment nul. Donc là, l'outil de relecture, il est vraiment bien. Ce que j'aime bien, c'est il va souligner les modifications qu'il a apportées. On va pouvoir cliquer sur ces modifications et il nous donne une petite explication de, par exemple, ce nom commun au pluriel a besoin d'un S. C'est un exemple tout con, mais voilà, il explique les corrections qu'il a fait. Donc ça, c'est sympa. Ce qu'il faudrait en plus pour quelqu'un comme moi qui écrit tout le temps, c'est, un dictionnaire personnalisé. Ça, c'est Antidote qui propose ça, qui est vraiment très bien parce que moi, j'ai intégré, tous les mots d'Apple. Par exemple, iPhone au pluriel, non, Ouais. ça ne prend pas un S. Tu vois? Des choses très spécifiques, liées à l'écriture et à des produits, à des noms de marques et cetera. Et puis, ce que j'aime bien aussi dans Antidote, c'est, la possibilité enfin, il fait pas que des corrections grammaticales ou, orthographiques, il fait aussi des corrections liées à, l'usage. Par exemple, il va dire, «Ça, c'est un peu trop familier, est-ce que vous voulez remplacer par ça?» Donc on peut combiner évidemment la relecture et la réécriture sur Apple Intelligence, mais Antidote a encore un petit cran d'avance pour l'instant. Qu'est-ce que tu en penses de ces 2 premiers outils déjà? Alors, au Canada, au Canada français, c'est réviser et réécrire, les 2 premiers outils. Et j'aime beaucoup réécrire parce que ça me permet quand on fait des erreurs de syntaxe ou on place peut-être pas un élément dans une phrase au bon endroit, je trouve qu'il il refait bien l'exercice de compréhension de la phrase et de le réécrire. Alors ça, pour moi, c'est vraiment gagné. Réviser, ben pour moi, ça a été l'arrêt de mort d'Antidote. Alors oui, je sais, certains m'ont dit ouais, mais c'est Antidote, t'es mort, mais c'est un produit canadien. Ouais, mais malheureusement pour moi, j'en ai plus besoin dans mes usages. Alors il y en a d'autres qui en ont besoin pour leurs usages, mais pour moi, j'en ai absolument plus besoin. Et je trouve ça vraiment bien fait. Familier, professionnel, concis. Pour toi, informel, professionnel, concis. Moi, ce que j'aime bien, c'est lors des échanges rapides qu'on a à faire. Alors que ce soit au niveau dans Mail, par exemple, ou dans iMessage, je l'utilise beaucoup. Je mets mes quelques idées, je le mets de manière professionnelle, boum, ça part, tout est bien fait. Ce qui est chouette aussi, je ne sais pas si tu l'as expérimenté, c'est en tout cas pour moi, ça va fonctionner en anglais et en français. Alors, j'écris un truc en anglais, il va me le réécrire comme il faut. Alors, ça m'aide pour mieux écrire mon anglais, je trouve. Ça, c'est cool aussi. Fait que bref, ben, je l'avais déjà dit au dernier épisode, mais pour moi, je suis conquis de cet outil-là et l'intégration est bien faite. J'ai remarqué qu'on l'a dans beaucoup d'applications indirectement lorsque vous êtes sur votre téléphone ou votre iPad. Vous surlignez le texte et là, vous avez copié-collé et si vous glissez à droite, vous avez outils d'écriture et là, vous avez la palette. Mais pas encore tous les outils l'intègrent. Alors ça, je trouve ça... j'ai hâte que tous Mmh. les outils l'intègrent, mais c'est très, très bien fait. Ce que tu vas parler un petit peu plus bas, ça, on va en débattre, mais pour le moment, je trouve que c'est à des années-lumière de la réécriture de ce qu'on avait sur l'iPad
ou quand quelqu'un t'écrivait j'espère que tu vas aller voter aux élections, ben tu faisais non, c'est sûr il s'est trompé, c'était élection, c'est sûr. Apple Intelligence ferait pas cette erreur-là. Bah, écoute, moi, j'espère que ça va aider les gens qui ont du mal à formuler leurs demandes. Moi, je reçois beaucoup de mails de gens qui, je pense par manque de savoir-faire, en fait, peuvent paraître impolis. Donc, Ouais. j'ai tout de suite le réflexe de me dire, c'est pas de l'impolitesse, c'est juste qu'il sait pas formuler sa phrase. J'ai eu plusieurs mails aujourd'hui comme ça, où je me suis dit, waouh, limite, j'ai pas envie de répondre parce que déjà, c'est compliqué à comprendre et à lire. C'est vrai. Donc, non, mais je pense vraiment que ces outils, j'en parlais avec une amie qui est dyslexique et elle me dit, moi, il y a des mots, je sais jamais comment les écrire. Donc, en fait, en passant l'outil relecture, et ben, au moins, elle sait qu'elle sera mieux comprise par les gens qui vont lire ce qu'elle a écrit. Donc, je pense que ça va aider. Encore faut-il que les gens sachent que ces outils existent. Donc, j'espère que avec les prochaines versions d'iOS, iPadOS, etc., il y aura peut-être un petit pop-up avant que le mail parte, tu vois, où il pourrait proposer, est-ce que vous voulez une relecture, ou tu vois, il pourrait y avoir. Un anti-oups. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Je pense que ça serait bien de pouvoir l'activer et le désactiver, bien entendu, pour pas être embêté 10 fois par jour à dire non merci. Mais en tout cas, je pense que ça va aider beaucoup de monde. Moi, ça m'aide actuellement quand je dois faire un mail un peu plus à un banquier, à un notaire, enfin, tu vois, un truc un peu plus, pas forcément pro, mais un peu Plus carré. plus carré, voilà, exactement. C'est bien de convertir en ton professionnel, et ça marche plutôt bien. Alors, on a d'autres outils. Alors moi, je vais te faire Dans je vais te faire une petite. Quand je suis avec ma copine et qu'on s'est engueulé, j'utilise le ton professionnel. Ça passe mieux. Est-ce que ça passe vraiment mieux, ou elle croit que tu te fous d'elle, hein? J'aimerais bien avoir son avis là, je veux l'entendre. Après ça, je vais y envoyer un Genmoji pour me faire pardonner. Ah là là. Bah oui, c'est vrai qu'on peut s'amuser aussi avec ça. Faudrait que j'essaye. Alors, ce qu'on peut faire aussi quand vous avez, un paragraphe ou pas forcément une phrase, mais, vous pouvez demander à ce que Apple Intelligence vous fasse un résumé. Donc là, suivant la longueur de ce que vous lui demandez, il va vous faire un résumé plus ou moins long, mais en général, ça tient en quelques lignes. Et là encore, je trouve que c'est quand même pas mal. Ça n'empêche pas de lire complètement un article ou un mail, évidemment, pour pas louper, des informations qui pourraient être importantes. Mais tout ce que j'ai testé jusqu'à présent, c'est plutôt bien. Il peut également vous reformuler votre texte sous forme de points clés. Ouais. Donc ça va être une liste de points. Et là encore, mais qu'est-ce que ça marche super bien, vraiment, je suis épatée. Alors, j'ai pas encore vu et compris trop la différence entre points clés et liste. J'avoue que est-ce que tu as remarqué, ou c'est que moi qui ai Non. pas compris? Non, moi je prends juste point essentiel, liste. Mais liste, ça marche bien quand tu fais, par exemple, plein de trucs avec des virgules. Alors tu mets tomate, virgule, patate, pouf, il va te faire une bonne liste. Mais une liste dans un texte, c'est moyennement bon. C'est mieux de Oui, prendre le point essentiel. est-ce que tu crois que c'est plus simple de taper une liste avec des virgules et tout, ou de faire juste entrée? Quand tu tapes tomate, pain, Non, mais c'était pour l'explication, là. Tu sais, ce que je voulais dire, tout simplement, c'est que quand tu as quelque chose qui est assez simple tu sais, à énumérer, tu sais, où t'as un nombre en arrière de tout ça, j'allais dire une recette, mais des éléments factuels, là. Tu sais, j'ai construit une maison, deux points, j'ai construit une maison, virgule, je devais préparer deux points, les murs, deux points, les fenêtres, tu sais, virgule, les fenêtres, et ainsi de suite. mmh. Ben, oui, effectivement, tu pourrais mettre une liste à puces, faire un retour de chariot ou un enter, ça serait Ah exactement comme d'accord. ça. OK. Ouais, c'est bien ce que j'avais compris. C'est vrai que moi, j'ai tendance à tout de suite faire, 2 points à la ligne, plus enfin, en fait, Ouais, ouais, je comprends. je mets en forme tout de suite, moi. Donc c'est vrai que je comprenais pas l'intérêt de taper des mots à la suite plutôt que de faire mais ça dépend comment on tape, en fait. En fait, Et on c'est vraiment plus un outil. Tu sais, la liste, c'est pas tant un outil de réécriture avec de l'intelligence artificielle que de formatage, je trouve. C'est ça, c'est de la mise en forme, je C'est ça. comprends mieux. Par contre, point clé, donc toi, c'est point essentiel au Ouais. Canada? Mm. Point clé, ça, c'est vraiment génial quand on écrit, j'ai écrit un texte, pour tester de 15 lignes.
et j'ai mis point clé et là, ça s'est illuminé, quoi. J'ai fait: «Waouh, génial!» Vraiment, Mmh. à quel point ça rend concis, ce qu'on veut dire, c'est vrai, ça marche vraiment très bien. Et si vous avez un texte, un paragraphe avec des chiffres ou avec des données qui peuvent être mises sous la forme d'un tableau, il peut aussi vous mettre tout ça sous forme d'un tableau. Donc là encore, vous pouvez gagner vraiment du temps. Je trouve que ces 4 outils là, résumé, point clé, liste et tableau, ils sont bienvenus quand vous voulez faire simple. En fait, quand vous voulez rendre des choses plus lisibles. On sait qu'aujourd'hui les gens n'ont pas beaucoup de temps à accorder à un mail que vous envoyez ou autre, donc n'hésitez pas à utiliser, ces outils. Et si en plus vous combinez la relecture pour pas faire de fautes et un des outils de réécriture comme par exemple, professionnel, informel ou concis, et qu'en plus vous faites des points clés, bon là je pense que vous êtes forcément compris par votre destinataire. C'est obligé qu'il comprenne, ce que vous vouliez demander, c'est moi je suis assez bluffée des outils d'écriture. Franchement, C'est un gain de temps je trouve ça incroyable. vraiment bien. Ouais, Mmh. c'est vraiment un gros gain de temps, très appréciable en tous les cas dans mon travail. Moi, tous les jours, je l'utilise. Au niveau personnel aussi, je l'utilise. C'est vraiment, vraiment bien fait. T'as pas parlé des résumés dans les articles de Safari ou des résumés dans les mails, mais aussi généralement, alors, je vais mettre une mise en garde, là, si c'est un mail de 14 pages, le résumé ne marchera pas. OK, vous allez perdre trop de trucs, ça sert pas vraiment à grand-chose de faire ça. Mais si c'est un mail d'une page, 2 pages, pour aller vite, pour voir, pour comprendre, ça fait bien le travail. Pour les articles, ça fait bien le travail. Et le truc que j'ai donné dans ma dernière vidéo que j'ai publiée aujourd'hui, mettez-vous en mode, si vous voulez conserver un article pour faire de la veille ou des choses comme ça, mettez-vous en mode lecture. Hein, tu t'appuies sur le bouton pour te mettre en mode lecture. Tu démarres, parce que c'est là en fait que vous allez pouvoir avoir le bouton résumé. Tu démarres le résumé et tu l'exportes en PDF. Fait que tu vas avoir ton vrai article et ce petit résumé au début. Alors si tu veux conserver ça sur du long terme et des fois tu fais de quoi parler cet article-là, ben, tu vas avoir conservé ton résumé directement dans ton PDF. Moi je trouve ça, je l'utilise pas sur tous les articles parce que maintenant je suis habitué. Il y a des articles que je veux prendre le temps de lire et que je sais que de toute façon, le résumé sera pas à mon goût à moi. Mais il y a quelques articles d'actualité où tu sais que c'est pas grave si tu perds l'essentiel de tout ça, c'est juste pour être informé. Mmh. Moi, je trouve Oui, ça c'est ça. pertinent. Moi, j'avais testé je cherchais combien de temps on pouvait vivre au Canada sans avoir besoin de papier, enfin, en tant que touriste. Et en fait, je suis tombée sur le site officiel, avec, tout un article qui expliquait ça. J'ai demandé un résumé et donc en 3 lignes, il m'a dit: «On peut rester 6 mois maximum». Donc c'était très bien. Ça m'a fait gagner du temps. Ce que j'aimerais, en fait, le bouton résumé, je trouve ça dommage dans Safari qu'il faille activer le mode lecteur parce qu'il y Ouais, a plein de gens qui vont passer à côté. Parce qu'il y a plein de gens encore aujourd'hui qui ne connaissent pas le mode lecteur. C'est pas faute de dire que c'est génial et que ça enlève la pub et tout, mais il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas utiliser le mode lecteur. Heu et ce que j'aimerais aussi, c'est que déjà qu'on ait le bouton résumé, voilà, sans activer le mode lecteur, et j'aimerais aussi qu'on ait une option pour contrôler le niveau du résumé. C'est-à-dire que je voudrais dire un ouais, résumé en 5 lignes, en 10 lignes ou en 3 lignes. Ça, j'espère que ça va évoluer de ce côté-là. Parce qu'il y a des articles qui sont parfois très longs et le résumé, en fait, passe à côté de choses essentielles. Donc, ça serait bien de pouvoir choisir la taille du résumé. Et ce qui est pas mal, tu parlais des mails aussi, c'est que tu peux avoir, donc dans la liste des emails, tu as un petit résumé sous chaque, dans l'aperçu de l'email, en fait, au lieu d'avoir le début du texte comme on avait avant, on a un résumé, toujours avec cette petite flèche bien spécifique que vous allez retrouver un peu partout. Ça, c'est bien, et on a aussi un résumé des conversations. Quand on a échangé 2-3 mails avec une personne, on peut avoir un résumé. Donc là encore, c'est plutôt, rapide, ça marche bien, un peu caché dans Mail, je trouve, et dans Safari. Ça fait très bien le travail, mais je trouve comme toi que c'est un peu caché. Dans les mails, il faut glisser le mail vers le bas sur votre téléphone ou sur votre iPad, et là, vous allez voir le bouton résumé pour ceux qui sont ça sur mobile, iPad ou iPhone. ouais. Et donc en fait, c'est quand même bien intégré, pas forcément très visible. Est-ce qu'ils ont voulu être discrets ou pas trop empiéter, voir Apple Intelligence partout? Je sais pas. Bah, en tout cas, si vous avez un Mac qui date d'après 2020, donc avec une puce au minimum Apple M1, essayez vraiment les outils d'écriture. Vous allez voir,
ça vaut le coup d'essayer. Si vous n'aimez pas, vous pouvez désactiver Apple Intelligence, c'est pas un problème. Et ça, je trouve ça génial aussi qu'on puisse désactiver carrément Apple Intelligence si on n'en veut pas. En tout cas, Je suis pas d'accord avec toi parce que c'est tout l'un ou tout l'autre. Tu vois, dans ma vidéo, c'est ce que j'expliquais, ma critique, c'est qu'on peut pas avoir Apple Intelligence juste pour les outils d'écriture. Faut que tu tapes Genmoji, faut que tu tapes un peu partout toutes les fonctionnalités qui t'intéressent peut-être pas à avoir. Pourquoi je dis ça? C'est parce que lorsque vous téléchargez ou vous installez Apple Intelligence sur un Mac, sur un iPhone ou sur un iPad, de facto, vous avez besoin de plus d'espace. C'est à considérer aussi parce que vous avez besoin de plusieurs gigas sur votre Mac, votre iPhone, votre iPad pour pouvoir les avoir. Et moi, j'aurais aimé juste les outils d'écriture, par exemple, sans avoir les modèles d'images ou des trucs comme ça, pour réduire l'espace, pour avoir juste ça. Ou certains voudraient avoir juste les images sans avoir les outils d'écriture. Alors la granularité n'est pas encore là, mais de toute façon, je pense que c'est une première version. Dans la version 2, avec les nouvelles versions, on va avoir ça, comme tu dis, les résumés plus spécifiques, plus synthétiques, moins synthétiques ou avec des chiffres. Tu sais, il y a toutes sortes de formats de résumé que tu peux demander. Et ça, on l'a pas encore, mais je pense que ça va venir. Mais pour vrai, moi, je l'avais dit dans le dernier épisode, mon gros coup de cœur, c'est les outils d'écriture. C'est vraiment un plus de les avoir sur Mac, iPad et iPhone. oui, c'est vrai que tu en avais parlé, et je confirme tout à fait ce que tu avais dit. Pour moi, c'est dans tout ce qui est Apple Intelligence, c'est les outils d'écriture qui sont les plus aboutis, les plus efficaces, en français en plus. Ouais. Parce que bien souvent, et malheureusement, nous, Français ou Français-Canadiens, on utilise beaucoup de produits américains. Et parfois, en fait, juste le fait de la traduction, ben, l'outil est beaucoup moins performant que dans le pays d'origine, ce qui peut se comprendre, mais c'est un peu dommage pour les clients qui n'utilisent pas la langue d'origine. Hem, Après, je pense que là, Apple Intelligence, on peut le désactiver complètement parce que c'est encore en bêta. Mm. Et peut-être que dans la version finale, comme tu dis, on aura un bouton Genmoji, un bouton, voilà, et on activera que ce qu'on veut en fonction évidemment de la place que ça prend. Parce que oui, sur le Mac, je crois que c'est 10 gigas. Ouais. Sur l'iPhone, c'est 7. Donc ça prend, C'est beaucoup. faut avoir de la place, quoi. C'est sûr. C'est normal puisqu'en fait, comme c'est local, ben, il doit télécharger, tous les, comment ils appellent ça? Modèle. Des modèles de langage, des modèles de génération d'images et cetera, donc ça prend de la place. C'est un peu le contre-coup d'avoir une IA locale, mais bon, de toute façon, on peut pas avoir une IA locale sans utiliser de la place, c'est pas possible. Et enfin, parmi les outils d'écriture, on peut aussi, faire appel à ChatGPT si vous voulez l'activer sur votre Mac, parce que là encore, ce sera à l'utilisateur de l'activer, avec ou sans compte. Si vous n'avez pas de compte, l'utilisation des données sera anonyme, il me semble. Et si vous avez un compte ChatGPT payant, par exemple, ou juste un compte, ben, ça vous intégrera, enfin, ça vous donnera accès aux outils avancés de ChatGPT si vous avez un compte payant. Et là, par contre, au niveau de la confidentialité des données, ben, je pense qu'Apple, bah, jette un peu le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, parce qu'à partir du moment où vous vous dites: «OK, pour utiliser ChatGPT», la confidentialité des données, ne dépend plus d'Apple, il me semble. Oui, alors pour les données anonymisées, normalement, Apple fait le travail. Maintenant, je ne sais pas de quel ordre le travail est fait, mais ça revient à ce que je disais au début. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, Internet, je dirais, vous mettez des données dans des outils pour lesquels vous avez jamais eu de considération pour les données personnelles. Hein, des fois, des gens, vous mettez des choses très, très, très personnelles dans des mails et vous utilisez Gmail. Alors, ça pose certains problèmes. Vous mettez des choses très, très, très personnelles, puis vous utilisez Messenger de Facebook. Alors, c'est la même sauce pour laquelle il faut utiliser ChatGPT. Tout simplement, il n'y a aucune différence avec ces outils-là pour moi par rapport à l'utilisation des données personnelles, que ce soit ChatGPT, que ce soit un outil domotique à la maison, des caméras que vous mettez, vous savez pas du tout comment les données sont traitées. Alors, malheureusement, si vous criez pour ChatGPT, ben, vérifiez ce que vous faisiez avant. Mmh. Bon, en tout cas, moi, je suis sûre qu'Apple a bien confirmé que si on utilise ChatGPT sans compte, les données sont anonymes. Ça, j'en suis sûre, mais avec un compte, je ne sais plus. Encore une fois, vous pouvez utiliser un peu l'intelligence sans ChatGPT et c'est pas un problème. Et je vous conseille d'ailleurs de tester comme ça pour voir.
Moi, c'est ce que je fais actuellement. Je vais sûrement activer ChatGPT plus tard, mais voilà, pour l'instant, je voulais vraiment tester Apple Intelligence telle que Apple l'a conçue, sans aide extérieure. Bon, j'ai laissé tomber Siri directement, mais le reste, c'est quand même prometteur. Moi, ce que j'ai hâte de voir dans les prochains temps avec Apple Intelligence, c'est si, en fait, ce qu'ils nous avaient promis initialement, c'est-à-dire d'être capable de s'adapter à qui tu es, à tes données, à tes gens avec qui tu parles pour pouvoir adapter automatiquement Siri, puis les réponses qu'on va faire par rapport à ces outils-là. Alors ça, j'ai hâte de voir ça. On dit que c'est possiblement 2026, peut-être 2027, qu'on devrait avoir une mouture complètement Apple. Mm. Mais d'ici là, Il y a un truc. c'est quand même exploitable très bien. Oui. Et les catégories dans les mails, au début, je me suis dit, il fait n'importe quoi. Les mails prioritaires, et mais en fait, je me suis dit: «C'est normal, il lui faut du temps pour connaître mes habitudes, savoir à qui j'écris le plus, à qui je réponds, et cetera», et en fait, là, ça commence au bout de 15 jours, ça commence à être plus précis. Je fais attention d'être toujours sur la catégorie tous les emails, mais de temps en temps, je vais voir dans les autres catégories, et ça commence à être mieux. Donc là encore, c'est une IA, donc il faut du temps pour qu'elle analyse, nos habitudes. Ben exactement, et vous pouvez l'aider parce que tu fais une belle transition sur ma partie de dossier que je voulais faire. Oui, effectivement, la catégorisation automatique est arrivée en anglais sur 18.2, mais en français, on vient de l'avoir avec 18.4, nous, dans la boîte mail. Et vous avez en français, alors, je vais te le dire en québécois, en français canadien, ce qu'on a présentement en français canadien, tu me confirmeras si c'est les mêmes termes. On a principal, en France, est-ce que c'est principal? Oui, On a transaction, oui. on a nouvelle. Nous, on a alerte, Ah, parfait. Et puis, on a publicité, nous. publicité, et le dernier, c'est, celui qui est sur fond noir, c'est tous les emails. Sur le Mac, ça, on a ça, tous les emails sur le Mac. On en a un quatrième pour voir tous les emails. Alors, Sur l'iPhone aussi? sur l'iPhone, je l'ai pas, moi. Tu fais glisser vers, si, tu l'as. Il faut que tu fasses glisser vers la droite. En fait, tu as principal, Oui. tu as les 4, et quand tu fais glisser vers la droite, tu as tous les emails. Heu, Tiens, regarde. Oui, alors je te le montre moi aussi, regarde. Ça marche pas. Ah, parce que tu es sur toutes les boîtes. Ah, faut être sur chacune des boîtes à réception. Non, je l'ai aussi sur toutes les boîtes. Alors moi, je l'ai pas. On va vérifier Bon, pourquoi moi je l'ai pas à la fin de l'émission, puis on vous le dira dans ouais. les commentaires. Mais moi, je l'ai sur mon Mac, je l'ai sur l'iPad, mais je l'ai pas sur mon iPhone. Mais bref, une fois qu'on a tout dit ça, c'est que maintenant, dans la boîte mail, vous recevez déjà catégorisé par l'intelligence certains mails sur 4 catégories, comme on vient de parler. Une primaire, une transaction, nouvelle, alerte et publicité. Et Je suis donc, désolée, j'avais pas vu que tu allais parler de ça. Du coup, j'ai un peu spoilé ton dossier. il J'ai pas vu, y pardon. a pas de problème. Mais si vous voulez, en fait, il y a 2 nouvelles fonctionnalités que j'aime beaucoup dans les mails et je m'y étais pas intéressé au début, c'est ces catégories-là. Alors, vous pouvez utiliser les catégories, mais vous pouvez aussi très bien les retirer si ça vous plaît pas, mais je vous dirais, écoutez la fin de ce dossier-là pour voir si vous avez envie de le tester. Alors, la première fonctionnalité que j'aime bien, c'est soit vous attendez, comme dit Audrey, que ça commence à se classer naturellement dans les boîtes, et auquel cas vous êtes obligé de fouiller, mais vous pouvez forcer un peu la main des trucs. Si vous connaissez déjà un expéditeur qui n'est pas dans la bonne catégorie, vous avez tout simplement qu'à glisser le mail vers la gauche et vous allez dans les options du mail. Et dans les options du mail, maintenant, en bas, vous pouvez catégoriser vous-même l'expéditeur. Alors ça, c'est chouette parce que vous pouvez catégoriser vous-même l'expéditeur et puis laisser l'intelligence le faire. Et ça, c'est franchement cool. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité qui force un peu le truc si vous trouvez que c'est plutôt moyen. Essayez-le, mais en catégorisant vous-même les expéditeurs. Tu la connaissais, C'est cette trop fonction-là? bien. Non, je l'avais pas vu. Alors, l'autre truc Super. qui est super chouette, et d'ailleurs, tu es dans ma vidéo que j'ai publiée ce matin, c'est le regroupement de mails. Alors, tout simplement, lorsque vous êtes dans une catégorie, vous pouvez, par exemple, transaction, vous êtes dans la catégorie transaction, vous pouvez regrouper les mails. Alors, encore une fois, vous appuyez sur 3 petits points en haut à droite et vous avez maintenant regroupé par expéditeur. Alors, ce que ça fait, c'est que ça va tout mettre les expéditeurs ensemble regroupés. Alors, si vous avez plusieurs mails d'Audrey, ils vont tous être
agglutiner, je ne sais pas si c'est pas le bon terme, mais tout regrouper ensemble, associer ensemble, ce qui fait que vous perdez plus une suite de messages, même si c'est pas une suite de messages, mais une suite de courriels d'un expéditeur en particulier, et vous gagnez vachement d'espace à l'horizontale. Moi, je trouve que c'est vraiment ultra pertinent, ça aussi, comme fonctionnalité. Est-ce que tu peux juste me redire où elle est? Parce Alors, que je ne trouve pas. va sur ta boîte de messages, va dans Transactions, par exemple. Oui. En haut à droite, tu vois ta catégorie ou Présentation par liste. Oui. Bon, un peu plus bas, c'est marqué Regroupé par expéditeur. Oui. Et là, maintenant, quand tu auras plusieurs expéditeurs, ils vont être regroupés. Je te montre à mon écran, tu vois Audrey Coulot, si tu le vois. J'ai 2 messages d'Audrey Coulot dans la même ligne Audrey Coulot. Ce qui fait que tous tes messages que tu m'envoies, mais là, c'est pour ta mailing list, là, t'es pas dans les transactions, toi, habituellement, là, mais ta mailing list, ça s'envoie directement regroupé là. Et là, je manquerai plus rien de Audrey Coulot, ta Ah, ça boutique y de est. Oui, formation. j'ai vu. Oui, d'accord. Super. Et ça, ça fait partie aussi de regrouper les mails. Alors, les 2 nouvelles fonctionnalités que je viens de vous parler, je les trouve vraiment super intéressantes. Évidemment, je vous ai dit aussi que vous pouviez retirer la catégorie, mais essayez-le soit en attendant comme Audrey, ou soit en forçant un peu le jeu, en faisant les regroupements vous-même. Glissez le mail vers la gauche, faites option et faites courriel, catégoriser l'expéditeur. Et ça, ça va vous permettre tout simplement de pouvoir bien profiter de cette fonctionnalité-là sans avoir à attendre. Parce que le commentaire que j'ai eu beaucoup avec Apple Intelligence, ça a été le suivant. Je l'ai pas. Alors oui, effectivement, Audrey, tu disais qu'il y avait des iPhones qui pouvaient pas l'avoir. Mais il y a aussi j'ai le iPhone qui doit l'avoir, puis ça marche pas encore. D'abord, faut attendre, et ça, c'est le bout qui est mal fait chez Apple, faut attendre que tous les modèles se téléchargent sur vos terminaux. Et après, va falloir aussi attendre que tout ça se mette en place au fur et à mesure des usages. Alors, des fois, il faut forcer le jeu. Et je trouvais que c'était triste dans Mail de pas avoir un moyen, et je l'ai trouvé, c'est vraiment de forcer le jeu en catégorisant les expéditeurs. Vous allez voir, ça va rentrer beaucoup mieux maintenant classé dans votre boîte Mail. Ouais. J'ai testé pendant que tu étais en train d'expliquer et du coup, le seul reproche que je peux faire, c'est que quand tu catégorises une personne dans la boîte principale, par exemple, elle disparaît de la catégorie tous les emails. Ouais. Et je trouve ça un peu, du coup, ça oblige à aller dans les différentes catégories pour consulter tes mails. Ouais. Ça pourrait ça pourrait aller un peu plus loin, je trouve, parce que tu vois, quand j'ai installé Apple Intelligence sur mon Mac, au début, je me disais: «Ah, j'ai pas de mail aujourd'hui. Tiens, c'est cool, je C'est vais ça. avancer sur d'autres trucs». Et quand j'ai vu les catégories et que je suis retournée sur tous les emails et que là, toutes mes pastilles se sont allumées, j'ai fait: «Oh là là, mais il est 19h, comment je fais?» Voilà, donc en fait, heu, attention à la gestion des emails quand même avec ces catégories. Ça peut être piégeant, donc faut faire attention et quand vous mettez une personne dans une catégorie, n'oubliez pas que vous l'avez mis, en fait. Alors, c'est là que mon troisième truc de l'émission de mon dossier va arriver. En fait, c'est de pouvoir mettre des notifications seulement sur la catégorie principale. Vous allez pouvoir mettre dans les notifications de mail. Alors, vous allez dans les réglages, vous allez dans toutes les apps, vous allez dans Mail, et dans Mail, vous allez dans les notifications, et vous allez pouvoir sélectionner les notifications ou la petite puce, le petit chiffre seulement sur la catégorie principale. Ce qui fait que ce qui est publicité, actualité, nouvelles et autres, ça entrera pas en compte dans votre calcul des choses à traiter qui sont importantes pour vous. Et ça, je trouve ça cool. C'est cool, c'est un peu moins cool quand ton chiffre d'affaires se base sur le mailing, parce que si Ouais. mes mails passent à la trappe, non, mais c'est vrai que c'est une autre façon de gérer ses mails, toute nouvelle. Et je pense qu'il faut être assez prudent au départ et être observateur. Ouais. Puis prenez le temps de l'apprivoiser, cet outil-là. Et allez dans la catégorie tous les expéditeurs au début, puis faites un aller-retour, mais à peu près dans quelques temps, ça va tout bien se faire, soit en forçant le jeu, soit en laissant le modèle se faire. C'est un des problèmes, hein, les critiques de la complexité de ça fait partie des choses qui viennent. Ça nécessite beaucoup de temps d'adaptation, puis ça nécessite aussi beaucoup de temps à s'entraîner, ce modèle-là. C'est vraiment la critique qui revient beaucoup dans les catégorisations de mails, ce que j'ai pu lire. Les gens trouvent pas ça utile au début, pas pertinent à cause de ça. Il faut que le modèle s'entraîne et puis il faut que les mails arrivent.
Ben, les regroupements aussi par même expéditeur, ça pose aussi des problèmes parce que, ben, pour toi, c'est peut-être bien tout regrouper, mais peut-être que tu vas en échapper. Alors, ça revient à la critique qui revient le plus, c'est qu'on n'a pas d'indicateur clair de petites pastilles par rapport aux catégories, tu sais, combien il y en a là-dedans, combien il y en a là-dedans de pas traités, et ainsi de suite. Ça, c'est la première critique qui revient. Et la deuxième, c'est qu'on n'a pas une indication. Il faut tout le temps revenir dans la catégorie tous les mails pour pouvoir voir tout globalement. Mais tout dépendant comment vous gérez vos mails, je pense que c'est, encore une fois, un plus, pas un retrait dans les fonctionnalités d'Apple que je trouve bienvenu. Si vous aimez pas, vous pouvez retirer complètement en haut. C'est très, très rapide à faire. Oui, et comme on le répète depuis toujours, depuis que les emails existent, c'est que si vous voulez être sûr de recevoir les mails d'une personne, ajoutez son adresse à votre carnet d'adresses. Ouais. Je l'ai encore dit 2 fois aujourd'hui à des clients qui m'ont retrouvé dans leur spam, donc je leur ai dit, si vous voulez être sûr de recevoir tous mes emails, créez une fiche contact à mon nom avec mon adresse mail, et là, mail ne me mettra jamais en spam. Donc ça, c'est vraiment un truc de base de l'emailing, et il faut continuer à le faire. Tu vois, pendant quelques années, on a été beaucoup sur le cosmétique chez Apple. On avait, oui, des nouvelles fonctionnalités, beaucoup sur la santé, méditation, temps d'écran, temps de concentration. On a été beaucoup là-dessus. Et là, on commence à raffiner, je trouve, avec comment mieux écrire, comment être plus rapide pour écrire, comment classer ses mails. Je trouve que cette nouvelle mouture, enfin avec 18.4, ben, tient plus ses promesses que qu'au lancement initial. Tout à fait, je suis d'accord avec toi, c'est une grosse mise à jour. C'est presque un iOS 19 Ouais, en ouais, avance, ouais, clairement, ouais. parce qu'il y a plein de nouveautés dont on vous a pas parlé et qui ne font pas partie d'Apple Intelligence. Si on a le temps, la prochaine fois, on en parlera, notamment dans les photos. Il y a des options de tri de Oui, nouvelles. Il y a d'autres choses qui profiteront donc à tous les gens qui n'ont pas Apple Intelligence, donc qui seront contents d'avoir les autres nouveautés. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une grosse, grosse mise à jour. Donc, c'est accompagné aussi de mise à jour de sécurité. Donc, faites-la. Donc, globalement, comme d'habitude, faites les mises à jour. on va passer rapidement à la pensée et réflexion personnelle du mois. Tu nous gâtes encore avec une télésérie, Audrey. Je n'en finis plus d'user de mon abonnement Apple TV+ que j'ai avec Apple One. Et là, c'est une mini-série, mais ce sont tous des épisodes indépendants, un peu à la Black Mirror. Ce sont des histoires, globalement, la thématique est commune, mais c'est des épisodes spécifiques avec des acteurs spécifiques. Donc, Ah, c'est cool. ouais, tu peux en regarder juste un et Ouais. pas du tout les autres. Tu as vraiment une histoire en 30 minutes ou 40 minutes avec de très bons acteurs, des acteurs connus, moins connus. Et c'est une série féministe. Désolée pour ceux que ça écorche un peu. Ça s'appelle Rugissement en canadien. Moi, j'aime bien les noms des séries, et c'est Roar, Roar en version américaine. Donc, Rugissement, ça veut dire R-O-A-R. Vous regardez ça sur Apple TV+. Et il y a 8 épisodes avec des histoires de femmes. Par exemple, celle qui disparut, celle qui mangeait les photos, celle qui trônait sur une étagère, celle qui avait des morsures sur la peau. Il y a des épisodes un peu dérangeants, mais en fait, c'est une série qui est intéressante pour mettre en avant, en fait, ce que les femmes subissent parfois sans qu'on s'en rende Ouais. compte. Et l'épisode, celle qui rapporta son mari comme si c'était un objet dont elle voulait plus, il est très drôle celui-là, il finit bien. Et puis voilà, il y a celle qui aimait les chevaux, celle qui, résolut son propre meurtre, et celle qui rencontra un vilain petit canard. Je crois que c'est celui-là le pire, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, je vous recommande cette série en 8 épisodes, tous des épisodes indépendants, et vraiment c'est bien fait, c'est intelligent, c'est d'actualité, et bien bien dans notre époque. C'est cool. C'est cool. Je vais mettre ça dans mes choses à regarder. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien d'avoir des téléséries, des documents, des livres qui nous bousculent et sur la même thématique. Je vous proposerai le livre que j'ai acheté hier parce que j'ai réussi à l'avoir en e-book hier. Alors, je l'ai commencé hier, j'en suis à 25% seulement. Mais c'est bien. Et c'est pas un gros livre. Alors, ça vient de Guillaume Meurice et Swan Périssé, ou Swan Périssé et Guillaume Meurice, comme vous le voulez. Le titre, c'est Bouffon. C'est un livre qui parle de l'humour. Est-il un sport de combat?
J'ai travaillé longtemps en communication et on me disait tout le temps, l'humour, faut faire attention parce que tout le monde n'a pas le même niveau. Et surtout quand ça te touche, toi, ça te fera pas rire. Alors, ça parle de ça un peu. Je trouve ça, moi, depuis que tu m'as fait découvrir Swan Périssé, je consomme que du Swan Périssé. Alors, sa chaîne, elle est tellement géniale. elle est vraiment cool. Et puis, Guillaume Meurice, j'avais déjà acheté un livre de ce qu'il y avait. C'est un humoriste, moi, je le connais seulement en auteur, ici au Québec. Bref, je vous conseille parce que ça aussi, ça nous fait réfléchir sur ce qui a trait à nos relations par rapport à ce qui nous fait rire et pas rire. Alors, il y a une grosse culture humoristique au Canada, au Québec, en tout le moins. Et puis, je suis beaucoup d'humoristes, ou en anglais qu'on appelle des comédiens. Et j'aime beaucoup écouter l'envers du décor. Et là, c'est vraiment l'envers du décor des humoristes. Et c'est vraiment cool. C'est vraiment une discussion. Hein. C'est vraiment pas compliqué. Et je pense, c'est une centaine de pages. Ça se lit très, très bien. Là, même pas. Oui, je l'ai vu passer forcément puisque je suis Swan Périssé sur Insta. Donc, j'ai vu qu'elle avait sorti un livre avec Guillaume Meurice dont on a beaucoup parlé en France parce qu'il s'est fait virer d'une émission de radio. L'émission s'est terminée parce qu'il a fait la blague de trop, qui a été mal prise par certains. Donc, il s'est fait virer pour une blague. Donc, je pense que c'était... C'est pour ça le livre, probablement. Voilà. C'est qu'à un moment... alors que Guillaume Meurice, c'est vraiment juste un humoriste qui fait des blagues. Il défend ses idées, mais pas forcément... c'est pas pour attaquer ou faire du mal. C'est de l'humour à part entière. Okay. Et parfois, son humour est mal compris. Donc, voilà, ce livre, je pense il sera intéressant pour vraiment remettre... l'humour, est-ce qu'on peut rire de tout ou pas? Voilà, c'est une question qui s'est posée il y a quelques années avec Charlie Hebdo. Donc en France, il y a vraiment plusieurs types d'humour et parfois il y a un type d'humour qui a du mal à passer. Donc merci d'avoir parlé de ce livre parce que c'est vrai que j'aurais pu en parler également. 7 €. Bonne idée. Il est 7 € en format e-book. Ça coûte pas cher. Alors je vous le conseille puis ça se lit très bien. C'est une discussion. Audrey, on est à la fin de l'émission. Tu nous partages où on peut te joindre? Comme d'habitude, sur les réseaux sociaux, notamment Mastodon, mais presque plus parce qu'il n'y a personne. Blue Sky, Thread, @Audrey Coulot, Instagram pareil, et puis sur Apple avec Audrey.fr comme d'habitude. Et toi, Matt, on te retrouve où? Sur profduweb.com, j'ai tout regroupé. Mon site est pratiquement fini. Vous allez pouvoir y aller. Il y a même un bouton où vous pouvez m'écrire des mails. Ouais. C'est même pas un formulaire, c'est un mail tout. Tu m'envoies un mail. J'ai décidé d'utiliser la fonctionnalité d'Apple, de masquer les mails. Alors, j'ai pris le mail masqué et si je l'ai mis dans le mail tout, comme ça, vous pouvez utiliser l'éditeur de mail que vous souhaitez. Très bien. Moi aussi, je fais ça. Mail tout, 2 points. C'est vraiment la méthode la plus efficace pour contacter les gens. En tout cas, encore bravo pour tes 50 000 abonnés. Et j'espère que c'est que le début. Et puis, bravo pour tout ton travail, tes efforts, ta régularité. Je suis contente que ça marche pour toi. Je t'ai écouté, Audrey, ça porte fruit. Alors comme quoi, tu es de très bons conseils. Sur ce, je vous souhaite un très bon mois. Et profitez-en, et c'est bientôt Pâques, allez manger du chocolat, mais pas trop. Tout est dans la nuance, encore une fois. Ouais, profitez bien du soleil, mais pas trop. Et on vous dit au mois prochain. Et prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.